Bonjour à toutes et à tous, les Géomythes épisode 5 avec aujourd'hui en exclusivité les reptiles mésozoïques dans l'art pariétal. Ou comment passer pour un créationniste en une seule et unique leçon. Alors oui, je sais, ça ressemble beaucoup à du bullshit créationniste des dinosaures dans l'art pariétal. D'ailleurs, je dis reptiles mésozoïques et pas dinosaures parce que vous allez voir qu'on va parler d'autre chose que des dinosaures. Enfin, on va pas parler que de dinosaures en l'occurrence. On va parler de tout ce qui est reptile au sens très général du terme, au sens biologique du terme, à savoir tout ce qui est amniote mais qui n'est ni un mammifère ni un oiseau. Donc ça va recouvrir notamment les dinosaures mais aussi les reptiles mammaliens, les thérapsides. Donc c'est reptiles au sens non phylogénétique parce que on va pas parler que de dinosaures. Voilà, c'est pour ça que je dis reptiles mésozoïques. Alors, je disais donc ça sent le bullshit à plein pif, ce que je suis en train de vous raconter, mais on va pas parler des cas bullshitesques. J'ai un article ici de Phil Center, publié dans Paleontologia Electronica, qui couvre déjà le sujet. Tous les cas bullshit, on va les exclure. Donc ça inclut par exemple celui-là, débunké par notre Jean-Loïc Lequelec national, qui était un, soi-disant, d'après les créationnistes, un ptérosaure qui avait été peint par les natifs américains, alors qu'en fait c'est un dessin de tout ça. Oui, les créationnistes américains pensaient que ça, là, c'était un seul et unique dessin, alors qu'en fait c'était tout ça. Mais on a plein d'autres cas, vous voyez, les plus connus, par exemple celui-là qui ressemble à un dinosaure mais des années 30. Tous les machins qui ressemblent vaguement à des oiseaux ou à des crocodiles, ce truc qui ne ressemble absolument à rien, tous ces trucs-là qui sont à l'évidence des girafes. Bref, donc tout est couvert ici, quasiment tout ce qui est art pariétal qui a été interprété par des créationnistes comme étant des dinosaures qui auraient été vus de leur vivant par des populations natives de n'importe où, c'est là. C'est dans cet article-là, je vais pas en parler, c'est pas de ça dont je vais parler. On va parler des vraies espèces éteintes qui ont été représentées dans l'art pariétal. Alors évidemment, vous avez tous les cas comme, je vais pas vous représenter la grotte de Lascaux, la grotte Cosquer, qui contiennent leur quantité d'animaux éteints représentés dans l'art pariétal. Vous avez évidemment les mammouths, vous avez le fameux pingouin de la grotte Cosquer, le pingouin, pas le manchot, parce que c'était un vrai pingouin dans la grotte Cosquer. Bref, vous avez les lions des cavernes qui sont représentés, très célèbres lions des cavernes. Je vous fais pas l'affront de vous remontrer tout ça. Il y a d'autres exemples, évidemment les mammouths ici représentés en Amérique du Nord par les populations de l'époque Clovis, donc c'était déjà il y a une bonne dizaine de milliers d'années. Vous avez en Australie par exemple les aborigènes qui ont représenté certaines espèces éteintes comme le crocodile géant, comme par exemple les diprotodontes qui sont représentés, et évidemment le thylacine. Évidemment le thylacine qui ne s'est éteint que très récemment, donc il y a des dessins de thylacine dans l'art pariétal. Le thylacine ne s'est éteint qu'au tout début du XXe siècle. Vous avez en Amazonie, encore un autre article ici qui vous présente en Amazonie l'immense diversité de mégafaune qui a pu être représentée dans l'art pariétal amazonien, enfin sud-américain de manière générale. Ici vous avez le plus connu, c'est quand même ce possible paresseux géant représenté en Amazonie. Donc il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans ce registre de l'art pariétal. Et évidemment en Afrique vous avez les possibles Pelorovis qui sont représentés dans l'art pariétal. Donc Pelorovis, c'est cette espèce c'est ce buffle avec les immenses cornes qui partent sur les côtés, qui pouvaient faire plus de 4 mètres d'envergure. On a plein d'exemples d'art pariétal en Afrique du Sud, dans le Sahara aussi, par exemple. Les gravures du Sahara ont aussi leurs exemples de Pelorovis qui ont pu être représentés dans cet art pariétal. Donc ceci n'est pas le sujet, puisque il s'agit effectivement d'animaux éteints dans l'art pariétal, mais il ne s'agit pas d'animaux que des populations locales n'ont pas vus de leur vivant, en fait. Donc c'est des animaux, tout ce que je viens de vous montrer, les mammouths, les Pelorovis et tout, c'est des animaux qui étaient vivants quand ils ont été peints. C'était pas encore des espèces éteintes, donc c'est parce que les peintures sont très anciennes que ces animaux éteints ont été représentés dans ces peintures. Donc il ne s'agit pas de géomythes. Il n'y a pas de connexion avec la géologie. On manque du géomythe. Ce qu'il nous faut, ce sont des fossiles qui auraient été peints
dans les cavernes, ou qui ont été gravés aussi. Les gravures, ça compte aussi. Alors, premier exemple que je veux vous montrer, avant qu'on attaque les reptiles, c'est un exemple qui est donné par Ken McNamara dans son livre que je vous recommande, et lien dans la description, Dragon's Teeth and Thunderstones. Donc c'est un très très bon livre d'histoire des sciences, de préhistoire de la paléontologie en réalité, qui nous raconte comment les populations depuis la préhistoire collectent des fossiles et comment elles les interprètent. Donc il y a essai international, hein, il touche à tout. Bon, c'est essentiellement centré sur l'Europe, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'Europe. Vous voyez que quand vous avez des choses comme ça, voilà, des squelettes préhistoriques qui sont enterrés avec des oursins fossiles, des centaines d'oursins fossiles, je veux dire, c'est grandiose, quoi. Et en Europe, il nous parle aussi d'ailleurs en Europe de tumulus qui ont été construits en entier juste pour placer un oursin fossile au milieu. D'ailleurs, il me semble que c'est en Belgique, celui-là. Il y a aussi des tumulus où on a retrouvé des corps et des oursins fossiles en France. Je crois que c'est en Picardie. Mais ouais, vous imaginez construire un tumulus entier pour mettre un oursin fossile au milieu, quoi. Vous imaginez la quantité de mythologie, de géomythologie qu'il y avait derrière ça et qui a été complètement perdue. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça dingue. Regardez, on a aussi au Paléolithique un autre exemple, c'est un trilobite qui a été percé pour être porté en pendentif, quoi. C'est incroyable. Et donc, dans un paragraphe qui s'appelle « Les fossiles ayant inspiré l'art », à partir de la page 112, il nous parle d'une gravure qui serait censée représenter un spirifère. Donc voilà, c'est ça, un spirifère, c'est un brachyopode qui vivait essentiellement au Paléozoïque, donc ce sont des vieux fossiles. Ces fossiles étaient déjà des vieux fossiles à l'époque du Paléolithique, et donc ce qu'il nous montre, c'est une gravure datée de 40 000 ans d'Angleterre. Donc c'est ce que vous voyez là, voilà, cette gravure de spirifère, avec une possible ammonite à côté, d'ailleurs. Donc bon, c'est très graphique, et il semblerait, si c'est pas ça, c'est un cadran solaire, mais un cadran solaire à l'époque, bon, encore que, ils avaient déjà compris quand même la course du soleil. Mais bref, le fait qu'il y ait une possible, enfin qu'il y ait cette spirale à côté qui pourrait être une ammonite, en fait, ça donne à penser quand même qu'il y avait peut-être un lien avec les spirifères. Ceci dit, l'un n'exclut pas l'autre, hein. Évidemment, ça peut être à la fois ça peut être un cadran solaire inspiré du design d'un spirifère. Mais bref, c'est ce que lui propose là-dedans, ça date de 40 000 ans, et s'il a raison, si c'est le cas, eh bien ce serait le plus ancien paléoart. Voilà, la plus ancienne représentation d'un fossile connu dans le registre archéologique. Et ça, quand même, ça vaut le coup qu'on s'y arrête, même si, bon, c'est difficile de comprendre ce qu'il y a sur ces figurations. Ça vaut quand même la peine qu'on se pose la question. Alors, passons maintenant aux reptiles mésozoïques représentés dans l'art pariétal, et on commence au Brésil, il y a 10 000 ans, avec un site à empreintes de pas de dinosaures. Donc c'est un site d'empreintes de pas de dinosaures sans aucun doute, hein, je veux dire, les empreintes de dinosaures sont définitivement là, on les voit. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute sur leur interprétation en tant qu'empreinte de pas de dinosaures. Et à côté, il y a des dessins. Il y a de très nombreux dessins et de très nombreuses gravures, notamment, qui ont des formes diverses et variées, plus ou moins géométriques. Et vous avez notamment certaines de ces gravures qui représentent, sans trop de doute possible, immédiatement inspiré des empreintes de dinosaures qu'on trouve immédiatement à côté. Tout est sur le même site, en fait, tout est sur une même plaque. Vous avez à la fois les empreintes de dinosaures et les gravures, et il y a certaines des gravures qui sont directement des représentations de ces empreintes de dinosaures qui sont sur la même plaque. Donc il n'y a pas trop de doute dans ce cas-là, en fait, que les empreintes de dinosaures ont directement inspiré, vous voyez, il y en a une là par exemple, que les empreintes de dinosaures ont directement inspiré les artistes quand ils ont fait leur gravure, puisque on a littéralement les deux l'un à côté de l'autre. Un autre exemple en Amérique du Nord et qui nous est présenté une fois de plus par Adrian Mayor et William Sargent, donc toujours c'est un article que je vous avais présenté la dernière fois, hein, le folklore des anciennes empreintes dans la pierre, et qui est aussi présenté dans le livre de Adrian Mayor, Fossil Legends of the First Americans. Les images sont pas ouf parce que c'est du scan pas joli. Alors je vais aller chercher
Je vais aller chercher l'image sur internet à la place. C'est le cas de Grand Staircase, la réserve de Grand Staircase en Amérique du Nord, où il y a des pictographes sur la roche, et ces pictographes représentent de formes qui ressemblent très étrangement aux mêmes empreintes de dinosaures que celles du Brésil, et il se trouve justement qu'il y a nombre d'empreintes de dinosaures juste à côté de ces pictographes. Donc c'est un autre cas possible de peinture d'empreintes de dinosaures par cette fois les populations natives américaines, mais d'Amérique du Nord cette fois, et non plus du Sud. Au Brésil, elle serait datée de 10 000 ans, mais la date est vraiment pas sûre. Là, celles-là, elles sont pas datées, donc on sait pas si elles sont récentes, si elles sont très anciennes. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que les populations natives américaines locales, en fait, associent cette peinture à un mythe, le mythe d'un oiseau géant. Et encore une fois, oiseau géant, empreinte de dinosaure, si vous vous rappelez de la dernière fois, ça fait quand même largement penser à des gens qui auraient dépassé l'interprétation de Richard Owen, l'interprétation donc des gros lézards, les gros lézards balourds de Richard Owen, contrasté avec cette interprétation qui serait d'associer les empreintes de dinosaures à des empreintes d'oiseaux géants, donc ce qui est le plus proche en fait de la silhouette d'un dinosaure théropode. Et ça, c'est quand même super intéressant. On part en Afrique maintenant avec un cas similaire qui a été rapporté au Lesotho, en Afrique du Sud, par le paléontologue français Paul Elamberger, ainsi que d'autres de ses collègues, notamment Martin Locke, qui est un ichnologiste renommé. Et donc ce qu'ils ont découvert, enfin ce que Elamberger avait découvert quand il était gamin dans une grotte au Lesotho, c'était cette peinture-là, alors qui est pas hyper contrastée, du coup il l'a reproduit ici. Donc ce qu'on voit ici, c'est une figure tridactyle, donc ce qu'il dit être la peinture d'une empreinte de dinosaure. Et là où ça devient super intéressant, bon, une fois de plus, on est dans un site qui contient de nombreuses empreintes de dinosaures. Le Lesotho, il y a des empreintes de dinosaures absolument partout, notamment dans la formation Clarence. Bon, de la formation Molteno à la formation Clarence, il y a des centaines de mètres d'épaisseur de roches qui contiennent des empreintes de dinosaures. Et donc ces peintures, elles auraient été faites par ce que lui appelle les Bushmen, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les San, population locale sud-africaine qui a aujourd'hui disparu, hélas, mais il y a leurs cousins qui survivent dans le Kalahari. Mais bref, ces empreintes, donc cette peinture tridactyle, ce serait une empreinte de dinosaure, et là où ça devient intéressant, en fait, c'est que juste à côté de cette possible peinture d'empreinte de dinosaure, il y a ces trois petits personnages ici, trois petits personnages représentés là, qui ont quand même une allure farouchement proche de celle d'un oiseau. C'est notamment, on a la posture bipède qui, si vous êtes un san, donc un excellent spécialiste des traces animales, hein, puisque les san étaient d'excellents, ce sont des chasseurs-cueilleurs et ce sont d'excellents traceurs. Donc ils savent interpréter les traces laissées par les animaux d'une façon assez extraordinaire. Donc si vous observez des traces de dinosaures dans la roche, vous observez quoi? Des animaux bipèdes, des animaux qui n'ont pas laissé de traces de main, donc vous leur faites pas de bras, et vous imaginez, et surtout on ne voit pas de traces de queue dans la roche. Les dinosaures laissent très 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 rarement des traces de queue dans la roche, dans des cas uniquement très exceptionnels, comme dans la roche quand la boue était très molle avant la fossilisation, évidemment, quand la boue était très molle, éventuellement vous allez trouver des traces de queue, et encore. Donc qu'est-ce qu'ils ont vu, les San? Ils ont vu qu'il n'y avait pas de traces de queue, donc ils leur ont fait des petits croupions, des tout petits croupions. Donc ça, ce serait quand même l'idée qu'on se ferait du faiseur de traces si vous deviez interpréter des traces de dinosaures en ne sachant pas ce qu'est un dinosaure. Vous feriez un animal bipède, il a pas de bras et il a pas de queue parce qu'il laisse pas de traces de main ni de traces de queue. Et ça ressemble quand même vachement à des empreintes d'oiseaux géants, donc vous leur donnez une allure un peu d'autruche, exactement comme ce qu'ils ont fait là. Donc ça correspondrait quand même vachement bien à l'idée qu'un san pourrait se faire d'un dinosaure en n'ayant jamais trouvé de fossiles de dinosaures autres que ces empreintes de pas là. Et donc ça ferait de ces animaux ici de possibles dinosaures, des représentations de dinosaures qui, d'après Elamberger, alors on ne sait pas exactement quand elles ont été faites, mais de toute façon on sait que les San ont disparu de la région dans les années 1800-1835.
Donc là, il donne 1835 parce que cet abri sous roche en particulier, où ont été découvertes les peintures, a arrêté d'être occupé par les San à partir de 1835. Donc on sait que les San n'ont pas pu le faire après 1835. Donc on est quand même à peu près 10 ans avant que Richard Owen propose la première reconstruction d'un dinosaure. Et son iguanodon, je le rappelle, est quadrupède, il n'est pas bipède. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus proche de la réalité, finalement, que ça ne le sera dans l'Angleterre victorienne quelques années plus tard. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est... Alors, après, il y a des voix contradictoires. Il y a quand même des gens qui ont contesté que ça puisse être des empreintes, enfin, que ça puisse être une représentation d'empreintes de dinosaures, bien qu'en réalité, il n'y a pas réellement d'argument contre ça. Par contre, ça pourrait être ce que les spécialistes de l'art rupestre appellent un thérianthrope ou un thérianthrope, c'est-à-dire un être humain vaguement animalisé en fait. Donc les San aiment beaucoup représenter ça dans leur représentation rupestre. Ils aiment beaucoup représenter des humains qui se transforment en animaux, puisque ça fait partie de leur religion. Et donc ça pourrait être des thérianthropes. Ceci étant dit, la définition de thérianthrope est très 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 vague, hein. C'est-à-dire que n'importe quoi qui est vaguement bipède, d'après ce que j'ai pu voir dans la littérature, n'importe quoi qui est vaguement bipède peut être appelé thérianthrope. Donc une fois de plus, on a quand même une belle coïncidence entre les fossiles et l'art rupestre qui semblerait représenter non seulement le fossile lui-même, mais en plus une reconstitution de l'animal qui a fait l'empreinte à partir justement du fossile lui-même. Donc une reconstitution du trackmaker, du faiseur d'empreintes, et donc du dinosaure au final, parce que ça ferait de ces animaux des dinosaures. Alors pourquoi il y a autant d'empreintes jusqu'à présent dans cette émission ? Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à interpréter, les empreintes. Les empreintes, c'est l'animal vivant qui a fait les empreintes, et ces empreintes, elles ressemblent quand même vachement à des empreintes d'animaux modernes, en l'occurrence celles des oiseaux, et donc c'est très facile de faire le lien en fait entre un animal moderne et ses empreintes. Mais juste, il faut les imaginer géants pour deux raisons particulières. La première, c'est que les empreintes sont vachement grosses, et la deuxième, c'est qu'elles sont imprimées dans la roche. Donc l'animal doit être très très lourd pour imprimer des empreintes dans la roche dure. Et le dernier exemple de reptile mésozoïque ayant inspiré possiblement une peinture rupestre, c'est un exemple que je viens de publier il y a pas très longtemps dans PLOS ONE, où je propose que cette peinture-ci, en fait, est en fait inspirée par un dicynodonte. Alors voici la peinture réelle. La peinture réelle a salement morflé, donc j'ai fait une reconstitution ici, voilà, pour que ce soit plus clair. J'ai amélioré les couleurs et tout. Donc ce que vous voyez en fait, c'est un animal qui ressemble franchement à un morse, hein, on est bien d'accord. La peinture elle-même date des années 1820-1830, donc à peu près la même histoire que celle de juste avant présentée par Élan Berger. Je dis 1820-1830 parce que il y a des peintures de Zoulou et de Tswana en train de se battre juste à côté, et ça veut dire que c'est la guerre qui s'appelle le Mefekane, qui est représentée juste à côté de cette peinture-là, de cet animal-là. Alors cet animal-là, il n'a pas de nom, mais la peinture elle-même s'appelle la peinture du serpent cornu. Donc tout l'ensemble rupestre s'appelle la peinture du serpent cornu. Et donc cette peinture du serpent cornu, elle daterait de 1820-1830 à cause de cette guerre entre les Tswana et les Zoulous qui a eu lieu dans ces environs-là. Donc on suppose que la peinture date au moins de cette époque-là. Et elle peut pas être beaucoup plus récente que 1835 pour la même raison que pour la peinture précédente au Lesotho, c'est parce que les Bushmen ont fini par disparaître de la région dans les années 1830. Donc elle est possiblement, elle peut difficilement être plus récente que 1835. Donc ce qui est cohérent avec le fait qu'elle aurait été faite à l'époque de la Mefekane au final. Donc tout est assez cohérent pour dire que en gros ça a été fait dans les années 1820-1830. Et alors qu'est-ce qu'elle représente cette peinture? Donc ça c'est une vieille représentation qui a été donnée au début du siècle dernier. Là j'ai fait une nouvelle représentation un peu plus à jour, où en fait ce qu'on voit, c'est un animal, comme je le disais, qui a l'air aquatique, qui ressemble un peu à un morse, avec notamment ces deux grosses défenses qu'on voit à l'avant, alors qu'ils sont un petit peu endommagés. La peinture est un petit peu endommagée, mais on reconnaît quand même qu'il y a deux gros machins qui lui sortent de la gueule.
et qui ressemblent franchement à des défenses, et qui déjà à l'époque, quand la peinture était vachement moins endommagée, avaient été représentés par Stowe comme étant des défenses. Donc Stowe, c'est la première personne ayant découvert cette peinture et en ayant fait une représentation ici. Alors, pourquoi penser qu'il s'agirait d'un dicynodonte? La première raison pour penser qu'il s'agirait d'un dicynodonte, c'est l'ethnographie. En fait, on a des gens qui ont fait des interviews des San qui datent du début du siècle dernier, je crois que c'est 1930 si je me rappelle, ça date des années 1930, qui ont interviewé des San qui vivaient dans la région et qui leur ont demandé ce que voulaient dire les peintures, en fait. Et quand ils ont pointé vers la peinture du serpent cornu, eh bien ils ont expliqué que c'était des animaux éteints qui étaient représentés sur les peintures du serpent cornu. Alors ils donnent différents noms aux animaux représentés sur la peinture du serpent cornu. Celui-là, il lui donne pas de nom particulier, mais ils insistent bien pour dire que c'était un animal qui parcourait les plaines à une certaine époque et qui a été, enfin à une époque très reculée, à l'époque de leurs ancêtres, de leurs lointains ancêtres, disent-ils, et donc cet animal n'existe plus. Il s'agit donc d'un animal éteint dans la culture San. Donc les San identifient cet animal comme étant un animal éteint. S'agit-il d'un morse? Non, il n'y a pas de morse dans l'hémisphère sud. Il n'y a jamais eu de morse ni fossile ni actuelle en Afrique subsaharienne. Donc il n'y a aucune chance que ce soit un morse. Les cryptozoologues, à une époque, avaient proposé qu'il pourrait s'agir d'un tigre à dents de sabre. Bon, le problème, c'est que pour les cryptozoologues, il faudrait que ce soit un tigre à dents de sabre moderne, évidemment, qui aurait évolué pour devenir semi-aquatique. Pourquoi pas, mais ça commence à faire beaucoup d'hypothèses, tout ça pour un animal d'ailleurs qu'on sait être éteint depuis déjà plusieurs, au moins dizaines de milliers d'années. Enfin, le dernier Homotherium a disparu, je crois, il y a un peu plus de 10 000 ans, mais bon, ça fait déjà 10 000 ans de trop, quoi. Et c'était pas en Afrique d'ailleurs. En Afrique, ça fait plusieurs centaines de milliers d'années que les tigres à dents de sabre ont disparu. Je veux dire, c'est quand même une culture dans le sud de l'Afrique d'aller faire un safari pour chasser tout ce qui bouge, quoi. Et donc, si les chasseurs avaient vu des tigres à dents de sabre, ça ferait longtemps on l'aurait su. On l'aurait su. Bon, et alors, en plus, il faut aller chercher la possibilité qu'il ait évolué en animal aquatique, tout ça. Enfin bref, c'est une explication très 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 tirée par les cheveux, celle des cryptozoologues. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un animal inspiré par les fossiles de tigres à dents de sabre? Probablement pas, parce que les fossiles de tigres à dents de sabre sont pas jolis du tout en Afrique du Sud. Il n'y a pas beaucoup de beaux fossiles de tigres à dents de sabre en Afrique du Sud. Ils sont souvent très fragmentaires et ils sont excessivement rares. Donc il y a très peu de chances que les San soient tombés dessus et les aient interprétés suffisamment correctement pour que ça donne une peinture quand même comme ça, avec une belle tête, avec ces deux défenses qui vont vers le bas. De toute façon, c'est pas un éléphant, ça se voit, il y a même pas de trompe, donc là on va pas tergiverser sur est-ce que c'est un éléphant ou pas. Mais quand les San représentent des phacochères, ils les représentent toujours avec les défenses vers le haut. Donc là, les défenses sont vers le bas, c'est pas un phacochère non plus, mais on a des animaux qui sont extrêmement abondants et qui ont des défenses tournées vers le bas en Afrique du Sud, et ces animaux, ce sont les dicynodontes. Et les dicynodontes, on les trouve très souvent suffisamment bien préservés pour pouvoir voir les défenses. Vous voyez ici, par exemple, c'est un crâne de dicynodonte, avec ces défenses là qui sortent de la roche, on n'y a pas touché à ce crâne. Je veux dire, au moment où j'ai pris la photo là, tout ce qu'on a fait, c'est mettre de la colle dessus. On a versé de la colle dessus. Il ne s'est rien passé d'autre sur ce dicynodonte, il est dans l'état actuel de préservation, c'est son vrai état de préservation. Un autre exemple que j'ai survolé au début de l'article, mais vous voyez ici, celui-là, pareil, il est dans l'état où je l'ai trouvé. Avec ses belles défenses qui dépassent et tout, c'est lui, il est là, c'est son museau, c'est son œil, il n'y a pas de piège dans l'interprétation de ce fossile. Donc les San, ils ont forcément vu ces fossiles, et on sait d'ailleurs qu'ils ont vu ces fossiles, puisqu'on trouve leurs outils. On trouve les pierres taillées, on les trouve sur les mêmes affleurements où on trouve les fossiles. Donc ils se sont assis dessus pour tailler leurs pierres, quoi. Donc on sait qu'ils les ont forcément vus, ces fossiles. Donc maintenant, on connecte les points. On a une légende qui dit qu'il y a des animaux éteints et qui est liée à cette peinture-ci. Et cette peinture-ci ressemble vachement à un dicynodonte. Animaux éteints, dicynodonte peinture, la connexion est faite, quoi. Il n'y
il y a quasiment aucun doute en fait sur le fait que cette peinture représente l'animal éteint dont il parle et qu'elle représente en même temps un dicynodonte. La connexion est pas ténue entre les trois. La connexion est assez forte. Et après, on a tous ces petits points qui sont représentés là, qui sont pas faciles à voir parce qu'ils sont un peu délavés, mais la représentation de Sto donnée au début du siècle dernier montre tous ces points de façon très claire. Tous ces points, ils sont pas rares dans les peintures San, ils ont pas forcément de signification particulière, mais si on devait trouver une cohérence avec les fossiles, on verrait que les fossiles de dicynodontes momifiés, notamment les Lystrosaurus, ont souvent des petits... ils ont la peau verruqueuse en fait, donc on voit des petites ponctuations sur leur peau. Donc ces petits points n'excluent pas, ne sont pas incohérents avec une interprétation des fossiles. La courbure du dos, elle ressemble beaucoup à la courbure qu'on retrouve, c'est la position de mort, qu'on retrouve souvent chez les fossiles, la position du dos recourbée vers l'arrière, qu'on retrouve très souvent chez les fossiles et qui est due à la, vous le savez, contraction post-mortem des ligaments postérieurs du cou. Merci Jurassic Park. Et puis, maintenant, pourquoi est-il représenté comme un animal aquatique ? Parce que ça ressemble quand même vachement. Je le rappelle, ça ressemble quand même vachement à un morse. La représentation en tant qu'animal aquatique, elle serait possiblement due à la valeur mythologique de l'animal dans la cosmogonie des San. Ça veut dire quoi ce que je viens de dire ? Ça veut dire qu'en fait c'est un animal de pluie. Qu'est-ce que c'est qu'un animal de pluie dans la mythologie San ? Alors, faut savoir que ce que représentent les San dans leurs grottes, c'est rare. Enfin, ce sont des animaux des animaux qui existent réellement. Mais le plus souvent, ce qui est représenté dans les grottes, c'est ce que voyaient les chamans, ou du moins c'est comme ça qu'on les décrit, c'est ce que voyaient les chamans pendant leur transe. Les transes pendant lesquelles ils appelaient la pluie. Ils allaient en fait dans le monde des morts, donc ils se mettaient dans un état de transe. Alors les San faisaient ça pas avec des drogues, mais en fait en dansant jusqu'à s'empoisonner avec leur propre acide lactique. Oui, je sais, c'est corsé, c'est badass comme façon de s'intoxiquer, mais bref. Donc ils dansaient jusqu'à s'intoxiquer avec leur propre acide lactique, et une fois qu'ils sont en PLS par terre en train de trembler, en fait ils voyaient des scènes de chasse où ils allaient chasser l'animal de pluie et ramener l'animal de pluie depuis le monde des morts jusque dans le monde des vivants pour invoquer la pluie. Et ce monde des morts, en fait, c'est un monde aquatique. Donc les animaux de pluie sont des animaux aquatiques. Et après, ils représentaient ça sur les parois des grottes. Donc on voit des cérémonies, en fait. La fresque du serpent cornu est en fait une fresque d'invocation de la pluie où on voit différents animaux de pluie représentés. Il y a notamment le serpent cornu qui lui donne son nom, qu'on voit pas très bien sur cette photo, mais il est là-haut, ici. Donc il y a la queue du serpent. Non, il y a la queue du serpent qui est là, qui va de ce côté-là et qui redescend ici. Et ici, on a la tête avec les cornes. Donc le serpent cornu, c'est d'ailleurs comme en Chine, le serpent est cornu et est lié à la pluie. Donc c'est à peu près la même mythologie qu'en Chine en réalité, où le serpent cornu est lié à la pluie. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a aussi des légendes de serpents cornus liés à la pluie jusqu'en Amérique du Nord. Donc si ça existe, si cette mythologie a un ancêtre en commun, c'est un ancêtre en commun qui est possiblement le même pour toute l'humanité. Donc un mythe qui pourrait avoir au moins jusqu'à 120 000 ans pour le serpent cornu. Mais bref, je m'égare. Donc le serpent cornu, enfin toute la scénographie du serpent cornu, incluant ce dicynodonte, c'est une cérémonie de chasse à l'animal de pluie qui est représenté dessus. Et donc le dicynodonte serait l'un de ces animaux de pluie et est donc représenté comme un animal aquatique. Et c'est pour ça qu'il ressemble à un morse. Mais la tête, elle, est bien inspirée, semble bien inspirée des dicynodontes locaux. Et d'ailleurs, j'ai trouvé dans les affleurements juste à côté. Donc, vous voyez, les peintures, elles sont là. Vous avez des affleurements ici, et dans ces affleurements, il y a des ossements partout. Il y a des ossements absolument partout. Alors, j'ai pas trouvé le crâne de dicynodonte qui a inspiré les San, évidemment. C'était il y a 200 ans. La peinture, elle a 200 ans. Donc, voilà, on va pas imaginer que le crâne qui a inspiré ce truc-là soit encore sur place, évidemment, mais il y a des ossements partout,
Et après, il y a de très beaux fossiles, vous voyez sur cette carte, qui ont été trouvés à moins d'une dizaine de kilomètres du site. Il y a des fossiles, plein de fossiles qui ont été trouvés. Donc c'est vraiment au milieu de la zone fossilifère. Il y a vraiment pas de doute sur l'association en fait avec des possibles fossiles dans la région, quoi. C'est pas comme les tigres à dents de sabre où la première occurrence elle est à Johannesburg à plus de 600 km de là, quoi. Là, c'est juste à côté qu'on les trouve, les fossiles. Donc bref, ça, c'est le possible thérapside représenté, le seul et unique pour l'instant, mais peut-être qu'on en trouvera d'autres un jour, mais en tout cas, le seul et unique pour l'instant thérapside qui aurait été représenté par des Bushmen, et encore une fois, ça précéderait la description des dicynodontes officielle. Par qui? Par Richard Owen, une fois de plus. Il est absolument partout, c'est Richard. On l'aime beaucoup, même si on le critique un peu aujourd'hui, je rappelle, on l'aime beaucoup. Donc voilà, petit tour d'horizon des vrais reptiles mésozoïques possiblement représentés, restons prudents, possiblement représentés dans l'art pariétal, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Vous voyez qu'il y a des exemples qui viennent du monde entier. Je vous remercie beaucoup, les liens sont dans la description si ça vous intéresse. À très bientôt.